Bon, bah, donc on va clôturer cette journée par on va dire une présentation de diverses expériences dijonnaises. En fait, on n'a pas, comme ont pu vous être présentées, des grosses initiatives de projets participatifs extrêmement structurés. Mais par contre, ça fait vraiment longtemps qu'on essaye de faire des choses avec les personnes concernées. Je dirais arriver finalement tout ça complètement par hasard, par des rencontres de personnes finalement au cours des consultations qui, avec le temps, se sont manifestées pour avoir envie de donner du sens aux expériences qu'ils ont pu avoir et qui a fait qu'on est rentré dedans et qu'on a trouvé ça extrêmement enrichissant. Et que le temps passant, on s'est entouré effectivement de personnes, dont certaines sont dans la salle où l'on était, qui nous ont demandé de faire des choses ou qui ont envie de participer à des choses que l'on mettait en place. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors l'intérêt de la démarche, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense qu'on l'a largement dit. Donc je passe cette diapo et je vais vous présenter du coup les différentes initiatives qu'il peut y avoir dans le domaine du soin, de l'enseignement et de la recherche. Et puis Raphaël vous fera en particulier un petit zoom sur une des initiatives qui débute. Alors au niveau du soin, tous ceux d'entre vous qui sont soignants ou personnes concernées et qui vont régulièrement dans les hôpitaux savent que dans les hôpitaux, il n'est pas forcément simple d'avoir une prise en charge pour des personnes qu'on appellera ici dyscommunicantes et dyscompliantes. On a en particulier donc, été beaucoup sollicité par des familles ou par des partenaires, dont l'équipe Relais Handicap Rare par exemple, pour des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès aux soins classiques parce qu'elles ont besoin d'habituation aux soins, ont besoin de temps, ont besoin d'écoute et de personnel formé. Et on a eu au cours de notre carrière des expériences extrêmement douloureuses, voire qui, ces derniers temps, ont même mené à un décès, qui, faute d'avoir une organisation en place pour les personnes qui ont ces gros soucis de communication et de comportement. Donc on a imaginé, mais comme d'autres centres ont pu le faire, un programme qui permet d'avoir une équipe, parce que c'est toujours pareil, c'est les ressources humaines qui manquent toujours pour faire des soins de meilleure qualité. Donc pour demander une équipe qui puisse être complètement ciblée sur l'accueil des personnes dyscommunicantes et dyscompliantes, avec une équipe qui du coup va faire peu en termes de quantité de soins, ce qui est du coup des fois pas très compatible avec notre médecine, maintenant beaucoup jugée sur la T2A, pour organiser des choses de différentes manières. Donc on a plusieurs parcours, ambitions dans le cadre de ce projet donc, qui s'appelle SOMAccess, qui a été mis en place avec la Fédération des troubles du neurodéveloppement, une fédération qui réunit les centres de référence maladies rares autour du neurodéveloppement, mais également le centre de ressources autisme, le centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Et donc la raison pour laquelle j'en parle aussi dans cette session autour des projets participatifs, c'est parce qu'on inclut, maintenant que le financement a été obtenu, donc on a mis quand même 2 ans à ce que le dossier arrive au bout, sur une demande qu'on a fait auprès de l'Agence régionale de santé. Le dossier qui a été bien revu à la baisse malheureusement, mais qui permet quand même de recruter une équipe minimum pour pouvoir faire les choses correctement. Et on a inclus du coup deux représentants des patients, des parents qui ont une jeune fille adulte et qui ont vécu tous les parcours de santé différents, et puis une maman qui a actuellement une enfant qui est concernée. Et du coup, on a commencé les réunions avec eux pour pouvoir effectivement mieux s'adapter le plus possible. Donc, dans les parcours qui vont être
présentés. Il va y avoir des parcours effectivement d'habituation aux soins où là on va être dans la prévention, des personnes qui n'auront pas de problème à régler dans l'immédiat mais dont on sait qu'ils pourraient en avoir à l'avenir. On va avoir des situations situations médicales un peu chroniques qui s'étaient un peu enquistées et qui n'avaient pas, qui évitaient finalement l'accès à l'hôpital et n'allaient pas tellement au-devant de savoir ce qui se passait. Et on veut également, même si on sait que ça va être un challenge important, avoir un temps d'accompagnement pour l'aigu, par exemple, pour pouvoir venir. Alors, il ne faudra pas que ça soit le super aigu, parce qu'évidemment, on ne pourra pas être capable de répondre le plus souvent dans l'heure ou dans les 2 heures. Mais par exemple, quelqu'un qui a un problème, on va dire, subaigu, et qui va, par exemple, devoir venir aux urgences, qui est souvent pas du tout adapté, on le sait, aux personnes dyscompliantes et dyscommunicantes, de pouvoir, par exemple, programmer une venue aux urgences avec eux. Effectivement, le but aussi est d'aller à chaque fois dans les services de soins, parce que le but n'est pas du tout de tout faire en dehors des services de soins, parce que le but, c'est de former les services de soins pour qu'ils s'habituent à prendre en charge les personnes qui ont des gros troubles du comportement, mais d'aller avec eux pour que ça se passe mieux. Donc là, du coup, une participation des familles pour le démarrage du projet et son suivi. Et puis, effectivement, on a mis ici un petit extrait d'un journal, parce qu'il y a tout récemment une maman qui a été aux urgences avec un fils polyhandicapé et qui a effectivement relayé le défaut de prise en charge énorme qui a commencé avec où on n'a pas accepté que les aidants restent avec cette personne. Donc vous imaginez la violence du système. Donc effectivement, on peut, je dirais, prendre parti de ces situations difficiles pour, par exemple, aller travailler avec les urgences sur comment on peut faire mieux. Donc dedans, en dehors de la prise en charge, effectivement, l'idée aussi, c'est d'aller former tous les services, de demander à ce que dans tous les services, il y ait au moins 2 soignants qui fassent une formation pour effectivement être moins mal à l'aise dans ces situations. Donc toujours dans le côté soins, c'est aussi donc l'écoute des besoins du terrain. Donc là, c'est un besoin, par exemple, qui est venu de l'association TRIS 2021 Côte d'Or, avec qui on a beaucoup de liens, qui nous a fait part, effectivement, ça fait un petit peu le lien avec la présentation précédente, de dire, voilà, on a maintenant des personnes avec TRIS 2021 qui sont vieillissantes, mais pas très âgées non plus, et on n'arrive pas à savoir si c'est une entrée un peu plus précoce dans le vieillissement ou si on est dans un contexte de maladie neurodégénérative, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Donc effectivement, sur l'initiative qui avait été faite à Montpellier avec le docteur Miot, dont on a entendu parler tout à l'heure, ça a été aussi de proposer au service de gériatrie de mettre en place une consultation spécialisée sur le vieillissement dans les maladies rares. Et donc, c'est maintenant chose faite. Donc, il y a eu plusieurs, effectivement, consultations qui se sont mises en place comme ça, où c'est les collègues qui viennent dans le service consulter sur des fréquences variables pour aussi éviter de errer dans l'hôpital dans des endroits qu'on ne connaît pas très bien et d'avoir des têtes connues quand ils viennent chez nous. Toujours du côté du soin, on a mis en place il y a plusieurs années des programmes d'éducation thérapeutique au sein de la filière handi-rare. Et là, de nouveau, dès le départ, on a aussi inclus des personnes représentantes des patients, donc c'était le plus souvent des parents, qui ont fait partie des groupes de travail pour construire ce programme d'éducation thérapeutique. Il y en a eu plusieurs. Là, je vous ai mis l'exemple de l'ETP Transition Enfant-Adulte, mais il y a eu 4 programmes qui ont été, on va dire, mis en place à cette occasion-là. Aussi l'idée de mettre en place des outils qui peuvent être utiles pour les personnes et leurs familles, et au sens large.
Et donc Sonia, qui est toujours très discrète mais ultra efficace, qui est là-bas au fond, fait donc depuis longtemps une collection de livres qui est maintenant éditée par la Fondation Ibsen et qui cherche à retranscrire ce qu'elle voit passer ou ce qu'elle entend passer au sein des consultations sous la forme de livres pour enfants. Et donc, un exemple de ces 3 livres, mais il y en a plus que ça maintenant dans la collection, mais qui ont vraiment été faites avec... alors, le premier, ça a été Hugo et Chloé, les aînés sangliers, où là, c'était le groupe Fratrie, qui était animé par l'une de nos psychologues, qui avait eu comme projet de dire, tiens, vous allez faire part de votre expérience pour créer un livre. Donc, Sonia est venue avec le groupe, à écouter tout ce qui se disait et après à retranscrire ça sous la forme d'un livre. Ensuite, il y a eu Merlin, le petit félin. Donc là, c'est un livre qui a été fait autour de la question des sans diagnostic avec l'association Sans diagnostic et unique. Donc c'est toujours voilà, Sonia a proposé un texte qui a été rediscuté éventuellement modifié avec les retours des familles. Et puis, il y a eu également aussi la super famille de Pauline Lalapine, qui a été autour des aidants. Ça a été un projet autour d'un projet de recherche qui s'appelait CACEPRA, qui était porté par une économiste de la santé de Dijon, Aurore Pellissier. Et de nouveau, il y a eu des échanges avec les aidants suite à une journée de rencontre qui avait été faite et qui a mené à ce livre. Donc n'hésitez pas, si vous avez souhait de recevoir ces livres, Sonia fait bien l'intermédiaire. Ensuite, je vais vous présenter donc, des initiatives de médecine participative dans l'enseignement. Et là, donc, ça a commencé depuis pas mal d'années, cette initiative d'avoir des représentants des patients dans l'enseignement, donc avec une personne qui était là tout à l'heure, mais qui est plus là actuellement, donc Stéphanie Vachereau, où depuis plus de 10 ans, on fait je ne veux pas dire que ce n'est pas un cours, mais sur les cours de génétique qu'on a, on va dire un séminaire particulier où elle fait part de sa vision d'aidant, rentrant dans ce milieu très particulier, pas du tout connu, des maladies rares, où on est plongé. Et donc, elle a tout un art à faire intéresser les étudiants, où elle débute son cours en italien pour faire comprendre le fait que quand on nous écoute en consultation, en fait, on comprend des trucs, mais pas tout. Et que c'est un peu comme en italien, quand on écoute, il y a des mots qu'on reconnaît, mais on ne comprend pas tout. Elle se sert aussi de l'idée de la planète des singes pour faire comprendre effectivement le fait d'être complètement parachuté dans un endroit où... on n'a pas envie d'être et où on ne comprend pas tout. Et c'est vrai que les étudiants apprécient énormément ce cours et qu'au fur et à mesure des années, les étudiants ont demandé plus des différents séminaires. Donc on a fait le séminaire Annonce ton diag autour de l'annonce diagnostique, le séminaire de sensibilisation au handicap, comme d'autres facultés l'ont fait. Et du coup, autour de ça, les choses ont beaucoup évolué sur la place des patients dans l'enseignement. Vous avez dû, pour ceux qui s'intéressent à la question, voir ces 2 dernières années vraiment une évolution énorme avec des groupes de travail qui se sont mis en place sur différentes instances, l'Académie de médecine, la DGOS, l'Ordre des médecins, insistant sur la nécessité d'avoir ce retour expérientiel venant des patients et finalement encourageant la mise en place de départements des patients au sein de facultés de médecine. Donc il y a des initiatives qui existent déjà, certaines d'ailleurs qui vont au-delà de l'enseignement et qui incluent également la recherche. Et donc on s'est lancé dans cette aventure suite à la formation que je vous avais présentée il y a 2 ans, patient partenaire formateur, qu'on fait au niveau de la filière Handirard pour une formation de 3 jours pour les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin sur leur expérience de formation s'ils en ont déjà eu. Et donc, on a mis en place ce département des patients. Donc, la représentante des patients est Elisabeth Cudry, qui est
dans le premier tiers de la salle, si tu veux peut-être lever la main, Elisabeth. Et puis, on a une représentante de pharmacie qui est Amélie Cransac et qui a été faire un post-doc en Suède pour voir un petit peu tout le travail qu'ils peuvent faire là-bas au niveau des patients. Donc, notre ambition, c'est que dans chaque unité d'enseignement, il y ait au moins un cours qui soit fait avec un représentant des patients pour que et les enseignants et les étudiants puissent avoir ce côté retour d'expérience. Et c'est vrai que j'en parle au niveau aussi des professionnels, parce que c'est quelque chose dans notre équipe qui paraît une évidence sur le fait qu'on apprend beaucoup de l'expérience des personnes. C'est vrai qu'en génétique, de façon globale, ça fait quand même très longtemps qu'on nous incite à travailler avec les familles. C'est même quelque chose qui est regardé dans nos bilans de centres de référence maladies rares, quelque chose qui est valorisé. Donc c'est quelque chose qui est bien, très ancré dans nos habitudes, mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines. Et j'ai beaucoup aimé, on a fait il n'y a pas très longtemps une pièce de théâtre qui était faite par donc au niveau de la plateforme d'expertise maladies rares, qu'on nous avait beaucoup recommandé, qui était faite par une patiente qui a fait une pièce de théâtre. Et il y avait donc un de nos collègues qui était là de la pathologie concernée, qui n'était pas une maladie génétique, mais plutôt dans des maladies auto-immunes, et qui, à la fin, dans la partie débat, est monté sur scène en disant je voyais cette sorte d'insistance autour de ça serait bien d'apprendre de la part des patients. Et il a dit publiquement, pourtant il est jeune, que c'était quelque chose qui lui avait jamais parlé, et que là, il avait vu cette pièce de théâtre et qu'il avait été complètement convaincu. Donc on a quand même encore à convaincre nos collègues que nous ne sommes pas les seuls à apporter la bonne parole pour enseigner les étudiants. Je pense qu'on est OK pour leur donner tout le côté scientifique de la médecine, le côté notre vision, mais elle ne peut clairement pas suffire. Donc en tout cas, on s'est lancé dans cette aventure. Je pense que le fait qu'elle soit... Parce que suivant les facs, il y a des universités où c'est des chercheurs, par exemple, qui portent ce département des patients, chercheurs intéressés par la thématique. Et je pense que le fait d'être, du coup, qu'on soit des enseignants médicaux ou pharmaciens, va faire que je pense qu'on va avoir une bonne accroche pour aller au bout de nos ambitions. Donc, les éléments qui étaient mis en évidence, mais j'en ai un petit peu parlé, du coup, ce que ça peut apporter aux patients partenaires, qui va avoir effectivement de l'intérêt de rentrer en action, de faire partager tout ça, on l'a dit pendant la journée, et puis pour l'enseignant universitaire. Donc là, on a, autour de ce projet, déjà fait des visios avec les enseignants, certains qui sont déjà bien engagés. On leur donne 3 ans, donc ils ont le temps de se faire à l'idée. Et puis, on a augmenté le nombre de patients partenaires que nous avions, parce qu'il y a eu des personnes qu'on a rencontrées au cours du temps. On a des personnes qui ont pu être aussi conseillées par d'autres disciplines, parce qu'évidemment, dans ce département des patients, même si on aura un input important maladies rares, le but est qu'on touche toutes les disciplines et de façon générale. Donc, après, un autre point d'enseignement que l'on fait avec également de façon participative, au sein de la plateforme d'expertise maladies rares, on a un comité pour les associations qui se réunit une fois par an, de façon large et également de façon plus restreinte sur un comité associatif, on va dire, avec un nombre moins important de personnes qui ont plus envie de s'engager. Et donc, on cherche avec eux les thèmes qui vont être intéressants à travailler sous la forme de webinaires ou de rencontres. Et on a pu donc faire de nombreux webinaires comme ça. Et le dernier a été là début novembre sur la vie sexuelle et affective.
qui était toujours avec des partenaires. Là, c'était Intime Agir. Et puis, le témoignage d'une patiente partenaire. Ensuite, on a aussi, dans le côté participatif, le côté de vouloir aider à la création, voire à l'animation d'associations. Et donc, ça peut être donc là, avec effectivement où on se mélange un peu aussi avec les fonctions que je peux avoir au niveau de la filière handi rare, parce que c'est aussi quelque chose qu'on porte au niveau de la filière. Donc, tout dépend si ça vient d'une initiative de quelqu'un de Bourgogne-Franche-Comté ou du niveau national. Donc, ça peut être effectivement d'accompagner à la création, d'aider à l'animation au niveau du conseil scientifique, et puis également de mettre en place des rencontres. Donc, il y a un modèle de rencontre qui s'appelle Famille cliniciens chercheurs, où quand on a des associations nouvelles ou sur des pathologies ultra rares qui ne connaissent pas encore un réseau très vaste, on peut mettre en contact tout ce monde-là pour faire des rencontres et des formations. Et donc là-dessus, on a par exemple l'association White Sutton France, qui est localisée à Dijon, avec qui on a pu beaucoup travailler sur tous ces différents aspects. Et donc on en reviendra après, parce que ce que va vous parler Raphaël, c'est aussi sur cette thématique-là. Donc la mise en place du séminaire handicap, je vous en ai déjà parlé du coup avec le département des patients. Et là, on a Pascal Jacob ici que vous voyez sur les marches. Donc vous voyez quand même ces amphis très pleins, ça fait super plaisir, sur des enseignements qui sont maintenant de plus en plus désertés, il faut le dire. Et Pascal Jacob qui fait un topo toujours hyper intéressant pour les personnes. Donc la satisfaction des étudiants qui mentionne effectivement le côté intérêt pour mieux connaître le handicap, gagner confiance avec ce public. Et maintenant, ils ont un stage après le séminaire de sensibilisation de 3 jours et demi dans une structure prenant en charge le handicap et avec une possibilité de débrief derrière avec nos psychologues. Et donc, j'en arrive sur la partie recherche. Et donc, là, avant de donner la parole à Raphaël, je vous brosse un petit peu les différentes situations dans lesquelles on a pu travailler avec des familles et associations. Donc, ça peut être un partenariat avec l'association pour évaluer la faisabilité d'une étude ou la faire connaître aux patients. Ça peut être de proposer des questionnaires à remplir par les patients qui sont transmis par l'association. Ça peut être aussi le fait de faire de l'information pour recruter des patients à des essais thérapeutiques dans le cadre de réunions famille cliniciens-chercheurs, par exemple, ou également d'avoir des projets qui viennent de demandes des patients pour mieux comprendre certaines choses. Et là, j'avais mis, par exemple, le projet Psygène, avec qui on est sur une double, on va dire, suggestion des collègues de psychiatrie pour élargir un petit peu le champ des situations que l'on peut étudier en séquençage au débit et des familles. Alors du coup, quelques mots sur l'étude qui porte sur les troubles psychiatriques dans le syndrome de White Sutton qu'on a appelé PsyPOGS. C'est une étude qui fait suite à un premier travail qui était là sur les symptômes digestifs. Et donc c'est un peu le deuxième volet plutôt ciblé sur les symptômes psychiques qui est porté par... qui est porté par le centre Vinatier et également le Génopsy de Dijon, et où le partenariat avec l'association White Sutton a été très important. Donc j'en profite pour remercier Madame Jobar-Garou, qui est présidente de l'association, qui est présente là-bas au fond de la salle, pour son implication. C'est le travail de thèse de Capucine Ouzel, et l'association a été impliquée dès le départ sur la création, en tout cas, de l'étude et la réflexion. Donc comme on disait ce matin, il a fallu du temps pour à la fois cibler la bonne question et comment on allait l'évaluer avec un protocole qui puisse être aussi adapté et faisable pour les familles. L'association a participé également au recrutement et à la diffusion de faire connaître le protocole.
On a participé à la 3e journée des familles en mars dernier et je crois que le rendez-vous est pris cette fois pour la prochaine et présenter, on espère, les résultats. Donc sur les différentes étapes, le synopsis cette fois-ci, on l'a bien défini, ça a été soumis au CPP, on vient d'avoir le retour, donc il ne reste plus qu'à finaliser les réponses pour, on espère, débuter en 2026. Et encore une fois, le partenariat avec l'association a été vraiment primordial dans le design, en tout cas, de l'étude. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Bon, je vais passer, du coup. Et ben voilà, donc c'est pour conclure en disant qu'on va tous apprendre ensemble. Et merci à vous.